J'étais dans un pays étranger, loin de mes amis, en plus décalage horaire pourri parce que c'est 9 heures. Et là, j'ai dit à mon mari, je pense que j'ai vraiment un problème parce que là, clairement, d'être mieux sans mon fils, d'être plus heureuse sans lui, c'est pas normal, enfin. Aux États-Unis, c'est en gros, si t'as pas d'argent, tu feras rien en fait. Le challenge, c'était plutôt de faire une BD alors que j'avais jamais fait une bande dessinée en fait. Et ils me font oui, mais vous travaillez à la maison, auto-entrepreneur, nanana. Et j'ai fait comment ça, nanana. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast Biz & Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Dessinée pour partager les galères de son nouveau rôle de mère. C'est en emménageant en Californie et en se retrouvant seule dans un pays qu'elle ne connaît pas, à s'occuper de son bébé de 6 mois, que Zoélie retourne à sa passion d'enfance, le dessin. Ce qui commence comme des petits sketchs partagés sur Facebook à des amis devient petit à petit un véritable exutoire. Alors que Zoélie n'arrive pas à créer du lien avec son fils et traverse, sans le savoir, une dépression postpartum, elle dessine pour partager ses états d'âme, car si elle les traverse, peut-être que quelqu'un d'autre les vit aussi. Car pour Zoélie, si la grossesse était idyllique, rien ne va plus depuis la naissance. Comment aimer un si petit être alors que l'on n'a pas été aimé enfant ? Comment gérer une nouvelle responsabilité difficile à endosser quand on revit de plein fouet ses traumas d'enfance ? Comment accepter cette nouvelle vie d'artiste précaire à la maison quand on a été ingénieure et indépendante financièrement de nombreuses années ? C'est finalement en entamant une thérapie EMDR après 2 ans de souffrance que Zoélie revit et prend conscience de sa dépression postpartum sévère. Toujours en quête de partager ce qu'elle traverse, elle continue de dessiner et c'est finalement sous le pseudo Zoélie Illustration sur Instagram que ses planches trouvent un écho insoupçonné. Dans cet épisode, Zoélie nous partage sans tabou les dessous de sa vie d'auto-entrepreneuse et illustratrice, un métier passion si important pour les autres mais si précaire. Elle nous racontera son combat contre l'administration pour obtenir une considération de son nouveau métier. Elle parlera également de sa dépression postpartum et de sa thérapie salvatrice avec Linda, thérapeute canadienne spécialisée dans l'EMDR, qu'elle racontera dans la bande dessinée « Merci mon fils ». Nous aurons aussi la chance d'avoir en guest star dans cet épisode son chat Pika. Trigger warning. Dans cette interview, nous aborderons des sujets sensibles, notamment la dépression postpartum. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez une période de détresse psychologique, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez appeler le 3114, un numéro de téléphone gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce service permet d'échanger et de trouver une réponse adaptée auprès des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, tels que des psychiatres, des infirmiers spécialisés et des psychologues. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Bonjour Zoélie, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour. Merci pour ta participation au podcast. Je vais te demander de te présenter de la façon suivante, ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie. D'accord. Et ben en fait, moi c'est Zoélie. J'ai 38 ans. J'ai 2 garçons, 9 et 4 ans. Enfin, 4 ans et demi. Je vis à Annecy et je suis autrice de bande dessinée et illustratrice. Illustratrice, c'est pas un métier, on va dire, traditionnel. Ça vient généralement d'une passion. Le dessin, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie. Ben, en fait, quand j'étais petite, je dessinais comme tous les enfants. Sauf que je pense que j'ai toujours continué à dessiner un petit peu dans mes marges de cahier à l'école. Et
Et après, quand j'ai fait des études, bah, après le lycée, des études supérieures, j'ai un peu lâché ça. Enfin, en tout cas, le dessin. Mais par contre, j'étais très créative. Voilà, je faisais de la peinture, du modelage, enfin, plein de trucs, quoi. En gros, je faisais la déco de mon studio étudiant. Et le dessin, c'est vraiment revenu quand j'ai eu mon premier enfant et je me suis retrouvée femme au foyer, en fait, mère à la maison et que j'avais démissionné. Voilà, donc ouais, c'est revenu à ce moment-là. Tu faisais quoi avant, du coup, avant de te remettre au dessin? Dans quoi est-ce que tu travaillais? En fait, avant, j'étais ingénieure qualité dans une entreprise qui fabrique des moteurs. Donc voilà, j'étais Ah oui, donc responsable de la rien à voir. qualité en production. Ouais, non, rien à voir avec le dessin, pas du tout. En plus, c'était pas trop créatif, on va dire. C'était assez J'imagine. protocolaire et ouais, ouais, voilà. Alors, tu me disais, le dessin est revenu pendant cette maternité, pendant c'était suite aussi au déménagement, c'est ça? Oui, en fait, mon mari donc est parti. Il a eu un poste d'expat, enfin pas vraiment d'expat, mais bon, un poste au sud de Los Angeles, en Californie, en 2015. Et à ce moment-là, mon fils avait 6 mois et j'ai démissionné, donc poursuivi de conjoint. Et voilà, j'ai débarqué ben, dans ce nouveau pays. Et à la base, je pensais vraiment retravailler, mettre mon fils chez la nounou. Et au final, on s'est rendu compte que c'était hyper cher. En fait, on n'avait pas les moyens du tout. Enfin, De payer une nounou? voilà. Et dans le contrat de mon mari, on n'avait pas genre l'école payée, la nounou payée. On n'avait pas. C'était vraiment, on devait tout débourser de notre poche. Ah Et, la vache. et du coup, c'est pour ça que on s'est dit, enfin, clairement, on n'avait pas les moyens et j'ai dit, bah, tant pis, je vais le garder en fait. Donc, j'ai gardé mon fils à la maison et ça se passait pas très bien parce qu'en plus, j'ai fait une dépression. J'étais dans un pays étranger, loin de mes amis, en plus décalage horaire pourri parce que c'est 9 heures. Donc, Ouais. voilà. Ouais, c'était compliqué parce que j'étais pas bien, parce que je supportais pas mon fils, parce que je lui criais dessus, parce que je m'ennuyais. En plus, mon mari était souvent en déplacement au début. Donc, Hmm. il partait une semaine, 2 semaines, et enfin, c'était juste horrible. Ouais, Et ça a été j'avais. non seulement un déracinement, mais surtout un sentiment d'isolation finalement assez grand, parce que tu te retrouves toute seule avec un bébé. Donc à 6 mois, ça communique pas encore. Ouais. Bah, c'est surtout que même avant de partir en France, je trouve qu'on est vite seul dans notre maternité, même si on est quand même bien entouré. Enfin, moi, j'étais pas si mal entourée, mais j'avais vraiment l'impression d'être seule à vivre certaines choses. Et Hmm. je pensais qu'en partant aux États-Unis, bah, ça allait résoudre beaucoup de problèmes. C'est toujours un peu ce qu'on croit. Mais au final, nos Ouais. problèmes nous poursuivent, même à l'autre bout du monde. Et vraiment, je me dis, ah, on va être expat. Enfin, moi, j'avais trop l'image de l'expat où il y avait tout payé, la scolarité des gamins payée, tout ça. Je me dis, ah, trop bien, il va être dans une super crèche. Ça va être trop bien. Et moi, je pourrais faire plein de trucs, je pourrais reprendre le boulot, travailler. Et en fait, ben non, ben pas du tout. Ouais, le déracinement et en plus après derrière la désillusion. Bah ouais, parce qu'en fait, la Et Californie, tout est super cher, les loyers, enfin tout. Et du coup, ben voilà, bon, ouais. ben. Donc j'étais vraiment en mode dépression. Et devenir maman, c'était une évidence pour toi ou Oui, oui, quand j'étais enceinte, mon fils était désiré. Enfin, ouais, ça s'est super bien passé. Mais c'est à l'accouchement où là, j'étais complètement perdue. J'ai eu un espèce de choc, traumatisme. Enfin, tout m'est revenu à Hmm. la figure de mes traumas d'enfance. Enfin, plein de choses. Et vraiment, ce bébé, j'avais l'impression qu'il était pas, c'était pas le mien, que enfin, c'était vraiment trop de responsabilités et en même temps, comment aimer un enfant alors que on m'a même pas aimé en tant qu'enfant. Enfin, c'était plein de choses et Ouais. c'était très très compliqué. Mais vraiment au début, ben, je m'en suis pas vraiment rendu compte et j'arrivais pas à faire ce lien en plus avec mon fils, le lien d'attachement.
Et, Ouais. et c'est vrai que le quotidien était difficile. J'avais pas forcément de relais, enfin du tout, même quand mon mari était pas là, il y avait personne, personne. Et T'as réussi à te refaire des amis un petit peu quand t'es arrivée aux ouais, mais c'était, États-Unis alors, ou c'était compliqué. C'était des amies américaines, sauf tu que parlais anglais? ouais, je parlais anglais, mais le truc c'est qu'il y a, c'est bizarre, mais il y a une espèce de quelque chose qui est tabou là-bas. En fait, la maternité, elle est vachement bien vécue. Hmm. D'apparence, je sais pas au fond, mais en fait, elles étaient tout le temps super heureuses. Elles me disaient toujours que c'était la meilleure vie, enfin, c'était la meilleure chose qui leur soit arrivée dans la vie, c'est leur enfant. Alors que moi, je pensais complètement l'inverse. Je me disais, mais non, en fait, moi, c'est la pire chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir eu Ouais, un du coup, enfant. t'osais pas trop extérioriser tes sentiments avec Donc elle. voilà, je pouvais pas trop me confier, on va dire. C'était Ouais, un non, peu compliqué. bon, voilà. Mais ouais, non, il y avait vraiment un espèce de gros décalage. Et après, je me suis fait des copines françaises. Enfin, je suis allée chercher. Parce qu'au début, je me disais, je veux pas de copines françaises. Je me suis dans Mais en un fait, pays c'était étranger, peut-être plus voilà. simple pour extérioriser tes sentiments et retrouver aussi des personnes avec qui partagent une culture déjà que tu comprends et qui ont Ouais. les mêmes références que toi. Bah, en tout cas, pour moi, c'était hyper important dans ce que je traversais de pouvoir me retrouver avec des femmes de la même culture et qui, un peu en mode, on aime bien râler sur nos maris, sur nos enfants. Voilà, ce que faisaient pas les Américaines. Enfin, les Californiennes en tout cas, parce que bon, je sais pas dans d'autres États, mais ça a duré un an. J'ai attendu un an voilà, Ah ouais, donc ça a été un an assez long et pendant tout ce ouais. temps, tu t'occupais seule de ton fils à la maison? Voilà, je m'occupais seule de mon fils à la maison et en fait le dessin c'est venu parce que il y avait des choses qui étaient difficiles et j'ai commencé à griffonner un peu en mode exutoire, journal intime, des petites choses de maman qui m'arrivaient. Avec le recul, en fait, j'essayais de tourner la situation un peu enfin, en mode En rigolo humour? alors que voilà, humour, alors que Hmm. c'était pas du tout sur le coup. Ouais. Mais ça me permettait de prendre du recul et puis voilà. Et j'avais commencé à poster des dessins, j'avais fait au crayon papier sur mon Facebook. Et j'ai pas mal de copines qui se sont reconnues ou qui m'ont dit c'est super drôle. Ah mais moi je vis la même chose. Et là je me suis dit c'est cool parce que en fait je suis pas toute seule déjà à vivre ce genre Hmm. de choses et que on peut en rigoler. Ouais. Donc Ça voilà, te faisait du bien finalement de trouver un angle un peu humoristique à des situations qui finalement pouvaient être très lourdes à porter pour toi ou très frustrantes? Est-ce que par exemple après avoir fait un petit sketch, un petit dessin, toi tu te sentais un petit peu mieux ou de lire aussi les commentaires de tes amis à C'était ce plutôt sujet? ouais de quand on enfin quand je partageais ça, ouais. Et ça permettait en fait que ça m'appartienne plus et puis qu'on puisse échanger sur ce sujet. C'était ouais un moyen de d'expression et de d'échange à ce moment-là. Donc Mmh. après je me sentais peut-être mieux sur le coup, mais bon, pas forcément. Oui, non, non, C'était c'est pas le dessin qui va... Oui, oui. c'est pas le dessin qui va T'as... résoudre si t'as besoin de faire une thérapie, t'as besoin de faire une thérapie, quoi. Et t'es allé voir quelqu'un d'ailleurs sur place aux États-Unis ou c'était trop cher aussi? Non, au bout de 2 ans, enfin à peu près un peu moins de 2 ans, on a réussi à négocier une augmentation pour mettre mon fils 2 jours chez la nounou. Alors 2 jours, ça nous coûtait 700 $ par mois pour le mettre Ah la à deux vache. jours chez une nounou. Donc on avait négocié ça et je pensais que ça allait tout résoudre parce que j'avais besoin d'indépendance. Et je me suis dit, c'est bon, 2 jours sans mon fils, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux, les choses que j'ai besoin de faire. Et après, ça va super bien se passer. Et je me suis rendu compte que, en fait, je trouvais ça trop cool, déjà, d'être sans mon fils. Et que quand il était là, c'était encore 10 fois pire que quand je l'avais tout le temps, en fait. Parce Mmh. que j'avais pris goût et goûté à cette liberté de sans enfant et c'était difficile d'y revenir. Et là, j'ai dit à mon mari, je pense que j'ai vraiment un problème parce que là, clairement, d'être mieux sans mon fils, d'être plus heureuse sans lui, c'est pas normal, Oui, enfin. bien sûr. J'ai pas envie Ouais. d'être cette personne-là.
Et en plus, j'arrive pas à l'aimer, j'arrive pas à avoir un lien avec lui. Donc vraiment, il faut que je me fasse aider. Et ça sera pas en prenant encore une nounou ou enfin, Ouais, c'est là que tu t'es dit, bon, il faut que j'aille voir quelqu'un. c'est ça. Et j'ai eu la chance de trouver sur Internet Linda qui était euh, Elle était en elle a France, vécu à toute distance? non, elle a vécu toute son enfance en fait à Montréal. Mais Mhm. Montréal, pourtant, elle avait des parents qui étaient canadiens anglophones. Mais comme elle vivait à Montréal, en fait, ses parents ont souhaité la mettre dans une scolarité française. Et Française. Hmm. voilà, donc jusqu'à ses 18 ans, elle a été scolarisée dans une école française. Et ensuite, à 18 ou 20 ans, elle est partie vivre en Californie. Donc ça faisait très longtemps, ça faisait peut-être 40 ans qu'elle n'avait pas parlé français et qu'elle était Ah en oui, Californie. Mais j'avais vu sur son profil que elle avait marqué les langues, elle avait marqué français et anglais. Donc je me suis dit, bon, bah voilà. Et je ouais, l'ai on contactée au va début, elle me dit, tenter. oh non, mais je parle pas assez bien français et tout. Et je lui dis, mais moi, je peux parler qu'en français parce que euh, une thérapie, il y a des choses Ouais, que tellement précises que je peux pas le dire en anglais, quoi. Je me débrouille dans ouais. la vie quotidienne pour aller à l'hôpital, pour aller chez les médecins, tout ça. Mais, M'exprimer enfin, des émotions, voilà. c'est compliqué. C'est Hmm. ça. Et donc, du coup, bah, elle m'a dit, bon, bah, vas-y, en fait, elle parlait trop bien français. Enfin, moi, je trouve Bah, qu'elle tant parlait mieux. Et encore du coup, elle super était bien sur place. français. Enfin, en fait, Euh, c'était pas forcément à distance, non, elle c'était... était T'as pu aller vraiment la voir. à même pas à 10 kilomètres de chez moi. Donc, c'était trop bien. Ah, génial. Ah ouais, c'était Génial. une chance inouïe. Et j'ai fait 2 ans de thérapie avec elle. Elle était spécialisée dans l'EMDR, qui est en fait une méthode pour traiter tout ce qui est stress post-traumatique. Donc avec des Hmm. mouvements oculaires, mais en tout cas bilatéraux du corps. Ça a une incidence sur le cerveau, en fait, ça permet vraiment de trier les informations et de les ranger au bon endroit, chimiquement dans le cerveau. C'est génial. Et Ouais, ça t'a aidé, du coup, ça t'a... ça m'a vachement aidé, ouais. Ah ouais, ouais. Et du coup, vous êtes resté combien de temps? Parce que là, tu me parlais de 2 ans après l'augmentation de ton mari, ensuite 2 ans de thérapie. Vous êtes resté combien de temps en tout aux On est resté États-Unis? 4 ans. Ah, d'accord. Donc, après ces 4 années, vous êtes retourné en Ben France. voilà, en fait, je me suis retrouvée enceinte, ce qui n'était pas envisageable avant, mais du coup, après ma thérapie, le Hmm. deuxième s'est posé. Et en fait, on est rentré en France parce que, bah, pour Tu plusieurs voulais accoucher raisons. en France? Ou t'as Hmm, accouché aux États-Unis? non, j'ai accouché en France, mais la raison, c'était pas le fait que je sois enceinte, c'était vraiment les 4 ans. Parce que, en fait, quand on démissionne pour un suivi de conjoint, on peut garder ses droits au chômage pendant 4 ans, ouverts. Hmm. Au-delà de 4 ans, si on vient pas les réclamer, on les aura jamais. Et si dans les 4 ans, on les réclame, eh ben, on a tous nos droits au chômage. Et moi, j'avais beaucoup Hmm. travaillé avant. Et donc, c'était des droits au chômage. À l'époque, c'était 2 ans. C'était pas négligeable, quand même, comme salaire par Ouais. mois. Donc, on s'est dit, ok, bah, c'est simple, c'est soit on rentre juste avant les droits, on les récupère. Et après, ben, je vois pourquoi pas me lancer dans une activité professionnelle à mon compte. Ou, Mhm. ben, en fait, on renonce au droit au chômage, mais on refait un cycle de 5 ans, voire 10 ans aux États-Unis, en fait. C'est soit on s'installe D'accord. aux États-Unis, soit, voilà, c'est pas pour partir dans un an après. C'était la question, est-ce Hmm. qu'on revient là pour le chômage? Mon Ouais. mari, il est très famille, donc c'était très difficile d'être loin de sa famille. Donc lui, il avait une envie de rentrer en France. Moi, pas spécialement. Mais par la suite, avec le recul, c'est très bien qu'on soit rentré parce que mon fils a des problèmes d'apprentissage, il a des gros soucis. Le plus Donc, grand? ouais. Donc, du coup, on se dit, c'est bien Hmm. qu'on soit rentré en France parce que quand même, on est Ouais. bien suivi et bien aidé en France. Ça aurait été Euh, compliqué aux États-Unis. ouais, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué aux Et États-Unis. alors, pendant toutes ces années aux États-Unis, donc en fait, finalement, c'est très peu de temps après ton installation que le dessin revient dans ta vie. Oui. Et pendant ces 2 ans, enfin ces 4 ans aux États-Unis, quelle part prend le dessin? Est-ce que tu crées déjà ton compte Instagram? Est-ce que tu commences à être rémunéré pour faire des illustrations? Est-ce que déjà ça commence à s'imposer peut-être comme une nouvelle idée de carrière ou c'est encore au stade de hobby? Alors au tout début, comme je dessinais, et je faisais toujours
pas mal de choses. Je faisais pas mal de peinture. Je faisais des bijoux, enfin, je faisais plein de trucs. Je faisais même des... Et tu les euh, vendais ou c'était pour toi? Ouais, alors en fait, au début, bah, il y avait des trucs que je faisais pour moi au début et j'avais fait des petites magnettes de routine pour les enfants à mettre sur le frigo, des choses comme ça. Et en fait, j'ai des copines françaises qui m'ont dit, bah viens, on va faire un marché de Noël français. Donc bah, c'était énorme, Ah, il y avait plus de 30 ou 40 exposants. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, marché français avec que des artisans français, ça marche plutôt pas mal. Parce qu'ils aiment bien tout ce qui est French touch et tout. hmm. Donc j'ai exposé et ce que je faisais, c'était des petites toiles où je faisais des chats, mais je représentais la famille. Donc par exemple, il y avait le papa, la maman et le petit, mais je les dessinais en chat avec leurs habits. Et j'intégrais le prénom de l'enfant dans le t-shirt, enfin, tu vois, un peu subtilement. Et ces trucs-là, je sais pas pourquoi, ça a super bien marché. Et j'ai vendu plein de Trop mignon. tableaux personnalisés de famille de chats. Et comme ça marchait bien, en fait, de par mon réseau et mes copines américaines, je me suis fait inviter dans des marchés privés d'artisanat qui se trouvent dans les maisons. En fait, c'est des maisons, des villas de luxe. Ils disent, bah, on va faire venir 4-5 petits artisans et ils font une après-midi, ils invitent les voisins, les copains. Enfin, c'était surtout des femmes parce qu'elles étaient presque toutes au foyer là-bas. Et elles invitent leurs Ouais, copines, tout ça. Et en même temps, donc c'est fromage, vin et artisans exposés, quoi. Donc moi, je me suis retrouvée génial. dans des trucs comme ça, et dans des maisons de fous. Et en fait, puis moi, j'arrivais avec mes petites peintures. Ils me disent, ça coûte combien? Je disais, bah, Tes 40 portraits de chat. euros. Voilà, j'avais fait d'autres peintures et tout, mais des trucs très enfantins quand même. Et mais je leur dis, bah, ça coûte 40 euros. Ou ils me disent, ah non, non, on paye pas 40 euros. Nous, on va te donner 120, enfin, pas en euros, mais 120 $ cent quoi. vingt Je dis, dollars ah bon, Ah ok. ouais. Ils me disent, mais non, mais c'est pas assez, tu te dévalorises et tout, machin. Et je fais, waouh, ok. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, je peux grave gagner de l'argent en Ben faisant ouais, il de y a un l'art truc là. au bout d'un... Enfin, moi, franchement, l'art, c'était juste... Enfin, ouais, c'est un truc très péjoratif parce que c'était de la passion, voilà. Enfin, c'était genre, Hmm. je m'amuse comme ça. Et quand ils m'ont bien payé et j'ai commencé à gagner un peu d'argent, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est un vrai métier. On peut Oui. gagner sa vie, quoi. Bah, finalement, c'est bien que tu aies développé ça là-bas parce qu'en tout cas, il semble valoriser l'artisanat, l'art et ça Ouais. t'a poussé aussi à te rendre compte que bah, non seulement ce que tu faisais, ça avait de la valeur, mais qu'aussi tu pouvais te faire des sous avec, enfin, que c'était un moyen de gagner ta vie. Bah ouais, c'est ça. Et au début, j'étais plus peut-être présente sur Facebook, mais j'ai très vite ouvert un compte Instagram, je crois en 2016, où je postais des dessins, 2016 ou 2017, où j'ai commencé en fait on était plusieurs jeunes artistes à dessiner, où on a commencé à créer des liens et c'est vrai qu'il y a pas mal de collègues illustratrices. Bah, on s'est connus tout début quand on était des petits bébés, on avait 50 personnes sur nos comptes, comme bah, par exemple Fanny Bella, Sam Boy, des choses comme ça. Et on a vraiment grandi ensemble, donc c'est trop cool parce que j'ai eu très tôt des collègues illustratrices, quoi. Il n'y en avait pas qui étaient aux États-Unis comme toi, elles étaient en France. Si, alors, si, mais ce qui est différent des États-Unis, c'est que tous les illustrateurs et les illustratrices ont des agents. Parce qu'en fait, Ah, ils travaillent, en fait, là-bas, on travaille jamais en direct avec des éditeurs, avec des choses comme ça. Il faut toujours passer par un agent. C'est très courant là-bas. Ça commence à venir un peu en France, mais c'est pas une obligation. Aux États-Unis, c'est en gros, si t'as pas d'agent, tu feras rien, en fait. hmm. Donc, Et toi, t'en as pris un du coup? non, parce que moi, en fait, on allait pas tarder à rentrer et juste avant qu'on rentre, c'était en 2018, un an avant, on m'a contacté, c'est Florus Édition pour le magazine Rustica qui m'a demandé de faire des illustrations. Donc en fait, j'ai Hmm. commencé à faire des boulots pour la Pour la presse, France. voilà, en étant aux Hmm. États-Unis. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a peut-être moyen, en rentrant en France, de continuer à creuser dans cette voie-là, Hmm. parce que pourquoi pas, quoi.
Et du coup, tu fais des illustrations pour des magazines, tu continues sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'étais déjà dit, bah en fait, je pourrais en faire un livre aussi, enfin, je pourrais faire une bande dessinée, ou c'était pas du tout encore dans les plans? En fait, sur Instagram, je partageais beaucoup, toujours ma vie de maman, un peu en mode blog, voilà, en faisant des dessins et d'autres dessins engagés sur l'écologie, des choses comme ça. Et j'ai vu que ça avait un fort impact et que j'avais des témoignages aussi, beaucoup de gens. En fait, il y a eu Sophie Lambda qui a fait sa BD sur Tant pis pour l'amour, qui est son histoire avec toxique, avec un pervers narcissique. Et en fait, elle raconte comment elle est tombée dans ses filets, comment elle en est partie. Et moi, mon père, en fait, il est pervers narcissique. Mais ça a toujours été, hein, c'est diagnostiqué depuis 30 ans. Et je me suis dit, ah, c'est marrant parce que j'ai pas mal échangé avec elle en lui disant, mais en fait, toi, tu l'as vécu c'était ton copain, en fait. Mais moi, je l'ai Ouais, vécu en étant, enfin, une personne proche, sa parce que c'était fille. mon père, Mm. voilà. Et elle me dit, ah, c'est intéressant parce que je reçois pas mal de témoignages de justement d'enfants ou de personnes qui me disent, ah, mais moi j'ai fait un enfant avec ce pervers narcissique, j'ai peur pour mon enfant, des choses comme ça. Et elle me dit, peut-être qu'il y a moyen à gratter, faire une BD ou un truc, tu vois. Donc du coup, j'ai vraiment pas mal réfléchi. Je me suis dit, ouais, de par les retours que j'avais sur Instagram, parce que je parlais de mes parents toxiques, des choses comme ça, et des retours ce que Sophie Lambda m'avait dit, je me suis dit, ok, il faut peut-être que j'écrive mon histoire et que j'explique. Donc ma thérapie était Mm. faite, alors vraiment, j'étais bien pour le faire, en fait. Ouais. Parce qu'il y a 2 ans, j'aurais jamais pu écrire mon histoire. Et là, je me suis dit, voilà, je vais raconter à partir de la naissance de mon fils tout ce qui s'est passé en fait Oui, parce que et, finalement, donc euh, et les cette BD, traumas. tu l'as fait à la naissance de ton second fils, enfin, ou en tout cas après Euh, la naissance de ton ouais, second fils. Et enfin, finalement, c'est sur ta dépression postpartum, cette bande dessinée. en fait, elle touche beaucoup, beaucoup de sujets au final parce que je raconte la naissance, donc tout le bouleversement associé et aussi du lien qui a pas réussi à se faire entre lui et moi. Et oui, une sorte de dépression après, mais en fait, j'étais tout le temps constamment activée par mon enfant qui me refaisait vivre au quotidien les traumatismes de mon enfance. Mm. Donc c'est vrai que c'est assez complexe, ça induit forcément de la dépression, tu vois. Mais c'était Mm. pas que ça. Et dans ce livre, en fait, c'est pratiquement mes 2 ans de thérapie qu'on va suivre. Et je vais expliquer en fait la méthode, les premières séances, comment ça s'est passé. Et l'évolution aussi, on voit mon personnage qui évolue avec l'apparition de l'enfant intérieur qui est représenté aussi dans ce bouquin et comment en fait j'arrive à pouvoir parler à la fin à mon enfant intérieur et à m'excuser et à le rassurer, à le protéger. Et à chaque fois, en fait, c'est ponctué de traumatismes que j'ai vécus. Alors, c'est pas tous les traumatismes que j'ai vécus, bien sûr. Ils ont Mm. été sélectionnés et j'ai fait par thématique, quoi. Voilà, un traumatisme Mm. d'humiliation, traumatisme. Et ce livre-là, tu l'as écrit, tu étais enceinte ou tu venais d'accoucher de ton second Non, non, bébé? non. Non, j'avais accouché, il avait 4 mois. 4 Et mois ça a quand dû j'ai être commencé l'écriture. difficile quand même de se plonger dans un sujet aussi complexe et qui peut faire ressurgir beaucoup de choses alors que tu revis justement tous ces chamboulements d'un petit bébé, le manque de sommeil, les hormones, et puis tu en as un autre aussi à gérer. En fait, ce qui a été... Non, parce que quand j'ai accouché de mon deuxième, vraiment, c'était le jour et la nuit avec le premier. Vraiment, j'ai réussi à créer des Mm, liens. J'étais pas énervée ou en crise de panique à chaque fois qu'il pleurait. Vraiment, je me sentais très bien et très sereine. Certes, c'était difficile, hein, j'enlève rien du baby oui. blues du sommeil et tout, mais en fait, je me sentais vraiment tellement apaisée dans mon rôle de mère, ce qui n'était pas du tout le cas pour le premier. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis guérie. En fait, Ouais. c'était un peu mon indicateur et j'ai dit, bon, bah voilà, ça c'est bon, check. Et puis ouais, c'était le bon moment. Je pense que
pour faire ça et commencer à écrire. Ce qui était le challenge, c'était plutôt de faire une BD alors que j'avais jamais fait une bande dessinée en fait. Comment je construis mon récit, comment Oui, je parce que tu avais fait fais. toujours des petits dessins un peu, pas forcément liés entre eux finalement. Ouais, Sur les réseaux sociaux, c'est un petit dessin que tu publies individuellement. c'est Et tu ça. peux peut-être faire des échos entre certains dessins, mais c'est pas toute une histoire, un fil rouge. Oui, voilà. Donc, bon, bah, j'ai commencé à écrire et j'ai fait mon storyboard qui est en gros le brouillon de la bande dessinée. Donc, il y avait, je pense qu'il y avait, au début, il n'y avait pas beaucoup de pages. Je crois que j'en avais 190 et à la fin, la BD a fini à 224 pages. Mais Mais 190 déjà, c'est beaucoup, hein. ouais, 224, c'est beaucoup aussi, mais... c'est vrai. Mais du coup, ouais, voilà, j'avais fait mon gros brouillon et ça, en fait, c'est tombé pendant le confinement. Et là, c'était la galère. D'accord. Ah ouais, bah oui, parce que du coup, vous avez dû vous occuper des enfants. Enfin, ton mari avait aussi son travail et toi, tu faisais ce livre-là C'est aussi. ça. En fait, Et au tu début du travaillais aussi en confinement, plus de ça comme illustratrice pour des magazines? non, non, non. Bah, en fait, j'ai lancé mon activité en janvier 2020. Ah oui. Voilà, au moment de l'écriture de la bande dessinée. Donc, vraiment, je faisais rien d'autre à part ça. Et j'avais trouvé un éditeur en février qui m'a dit, OK, on veut bien, mais tu fais le storyboard, on veut voir bah, à quoi ça ressemble parce que tu n'as jamais fait de BD. Mais sans Mhm. contrat, sans que je signe rien du tout. Donc, du Mais coup, c'est dingue déjà j'ai d'avoir fait trouvé ça. un éditeur comme ça assez rapidement alors que tu avais Ouais. juste une idéation de bande dessinée. Ouais, à l'époque, c'était plus facile que maintenant. Parce que, en fait, les éditeurs, il y en avait pas mal qui faisaient des livres pratiques ou des livres scolaires qui se sont mis à faire des romans graphiques ou de la bande dessinée. Et donc en fait, ils se sont mis à faire des romans graphiques et de la bande dessinée. Et vraiment, ils prenaient beaucoup de sujets, on va dire. Donc, du coup, et ben, moi, pendant le confinement, j'avais 2 enfants à la maison. De toute façon, Ouais. mon deuxième, il Dont un était trop bébé. petit. Voilà. Il avait Oui. 5 mois, 6 mois, donc il n'était pas gardé. En plus, on n'arrivait pas à avoir des places, j'en parlerai après, mais en crèche, parce que je suis maman qui travaille à la maison. Voilà. C'est Ah très oui. compliqué. Et mon mari, en fait, il bossait. Donc, lui, Hmm. il a jamais été confiné. Donc, je me retrouvais à la maison avec 2 enfants, Ah là, sans tu t'es dit, jardin, c'est le sans retour balcon. en arrière aux États-Unis, quoi. Ah, c'était Pire parce que tu peux une pas horreur. sortir. C'était une horreur. Ah ouais, ouais, non, là, franchement, c'était horrible. Mais moi, Et c'était... t'as réussi quand même à te libérer du temps pour écrire cette bande Bah, dessinée en fait, pendant cette j'ai dit, j'ai situation-là? pas le choix. Et mon mari, il allait tôt au boulot. Et il rentrait vers 14h, 15h. Et il prenait le relais. Et moi, je bossais jusqu'à 18h. Mais en fait, Ah ouais. c'était la galère. C'est dense Mais comme journée. bah ouais, parce qu'en plus, vraiment, c'était je m'occupe des enfants et après, je fais mon boulot, quoi. C'était que Hmm. ça. Et c'est vrai que ça a été une période pendant 2 mois, 3 mois. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps, le confinement, parce que Ouais. j'étais vraiment en fatigue extrême. Et je l'ai très mal vécu. J'ai pas fait de gâteau, je me suis pas reposée, j'ai pas appris à J'ai pas tricoter. appris à faire du pain. Non, 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 les gars, non, non. Moi, c'était pas une slow life, hein. Ce n'était pas ça du tout. C'était le contraire. Vraiment, je Hmm. l'ai très mal vécu. Et à chaque fois Et quand qu'il ça a rouvert, annonçait tu un as pu... potentiellement confinement, j'étais ah non, pas Ouais. de confinement, s'il vous plaît. Please, s'il vous plaît. Et quand ça a réouvert, tu as pu mettre tes enfants à la crèche? Non, parce qu'en plus, j'étais pas prioritaire en place en crèche. Hmm. Alors, la demande, je l'ai pas fait. En plus, ça concordait plus ou moins avec une nouvelle... Enfin, vous veniez d'arriver. Enfin, ça faisait que quelques Voilà, mois en que vous fait, avez... c'est ça. Comme on venait d'arriver, en gros, on est arrivé et quoi, 4 mois ou 5 mois après, j'ai accouché. J'avais pas forcément fait une demande hyper tôt pour les places en crèche. Mais j'avais une copine qui avait, elle, fait la demande en même temps que moi parce qu'apparemment, sa première demande, bon, je sais pas ce qu'elle a fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, elle s'en est rendue compte au moment où moi j'ai fait ma première demande. Elle m'a dit oh, non. Donc, elle a déposé en même temps. Et en fait, nos enfants ont 3 semaines d'écart. Et au final, 6 mois après, donc il avait 1 an et demi, j'ai réussi à avoir une place en crèche pour le mercredi.
Parce que le mercredi, souvent, D'accord. il y a plus de places qui se libèrent parce qu'il y a des mamans qui sont à 50% ou 80% qui récupèrent leur enfant. Donc j'avais un mercredi et ça a duré 6 mois. Et pendant ces 6 mois où j'avais un mercredi, j'étais à harceler la mairie pratiquement toutes les 2 semaines. Je veux mes places en crèche. J'avais demandé 3 jours. C'était le contrat que je demandais. Je dis, je Ouais. veux 2 jours supplémentaires. Et la copine qui Qui a a postulé eu en même temps que toi. ses places, voilà, elle l'a eu au moment où moi j'ai eu que le mercredi. Et elle a eu full toute la semaine. Ah ouais. Et je leur ai dit, alors ils me disent oui, mais c'est parce que vous êtes en liste d'attente, parce que c'est en priorité en fait les inscriptions. Je fais d'accord, mais alors ça fait 6 mois que ma pote, elle s'est inscrite en même temps que moi, et Hmm. c'est pas normal. Oui, il me Et parlait là, pas ils ont d'ordre de commencé, priorité. et moi, ils me font oui, mais vous travaillez à la maison, auto-entrepreneur, nanana. Et j'ai fait comment ça, Ouais. nanana? Non, mais enfin, Ouais, c'est pas c'est... parce que je travaille pas dans une entreprise. Enfin, Oui, je leur dis, vous avez pas compris, quoi. t'arroses pas l'eau des fleurs, quoi. Enfin, je veux dire, tu Bah oui, bosses, et quoi. puis Enfin, je leur dis, mais moi, il faut que j'ai du temps parce que justement, quand on est auto-entrepreneur, il faut aller chercher les clients, il faut aller chercher des contrats. Mais il faut que Ben je oui. puisse avoir le temps et je ne veux pas avoir un enfant dans les pattes, quoi, à ce moment-là. Je leur dis, vous avez pas bien compris le Et t'as principe parce réussi que moi, à gagner si je récupère ton... pas de clients, j'ai pas d'argent qui rentre en fait. Donc, Et t'as réussi à avoir gain de cause? en fait, oui, parce que au bout d'un moment, bien sûr, ils m'ont dit, ah oui, tiens, c'est bizarre, parce qu'il y a des enfants de 2020 qui sont pris, tu vois. Enfin, moi, il était 2019, hein. Donc, il y Ah avait oui. des enfants de 2020, de 2021 qui arrivaient en crèche, et moi, j'étais, excusez-moi, mais là, il est de Oui. 2019. Ils ont fait, ah oui, tiens, oh, ah bah, oh, bah, on l'a oublié. Ah oui, bah, c'est le dernier qui reste. C'était le Oh là là. dernier dossier Pauvre bout de 2019 chou. qui traînaient dans un coin. Ils étaient ah oui, 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 bon, bah d'accord, on va essayer de trouver une place. Et en plus, moi, j'étais hyper exigeante parce que bon, je demandais une seule crèche qui était Hmm. en face de chez moi, à 2 minutes à pied. D- D'accord. Voilà. J'avais pas, avec l'école de mon grand, j'avais pas envie de courir partout, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a peut-être mis 3 mois supplémentaires parce que il fallait vraiment trouver une place dans cette crèche-là parce que j'avais pas Mais envie t'as qu'il réussi. m'envoie à l'autre bout de la ville. Je me suis dit là, s'il m'envoie à l'autre Hmm. bout de la ville, voilà. Il a commencé, il avait 2 ans à faire ses Oh la trois jours, vache. 3 jours Et, par semaine. et du coup, pendant enfin, ces 2 années, tu as quand même réussi donc à développer ta bande dessinée et aussi à développer ton activité d'illustratrice finalement. Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'était pas facile. En fait, je bossais à fond le mercredi, quoi. Hmm. Comme j'avais pas d'enfant. Et les heures le soir, Et le quand ton soir, mari ouais, rentrait. voilà, le soir, la nuit, les week-ends. Et je bossais énormément les week-ends. Donc, on avait moins de vie de famille que là. Là, ils sont scolarisés maintenant. Mais c'est vrai que ça a permis que le week-end, je suis en week-end, en fait. Je poste Hmm. pas du tout, à moins d'avoir un gros rush. Mais bon, voilà. Et ça s'est mis en place malgré cette organisation, on va dire, familiale ultra intense. Tu as réussi rapidement à vivre de ta nouvelle activité d'illustratrice? Alors, c'est compliqué, hein, vivre, hein. Tout est relatif parce que les auteurs, autrices de bande dessinée, il y a 53% qui vivent en dessous du SMIC, Hmm. dont dans ces 50%, il y en a 36% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ah ouais. Donc, Oui, donc il faut avoir une c'est activité en plus voilà, je pour... pense pas que y ait d'autres métiers qui soient aussi précaires, autant précaires que le métier artistique et le métier d'auteur. Sachant que toi, tu faisais que ça parce que tu avais déjà un emploi du temps ultra chargé. Tu faisais pas en plus des petits marchés d'artisanat comme tu avais pu faire aux États-Unis pour faire un complément d'activité? Non, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte avec l'expérience aux États-Unis, c'est qu'il fallait avoir du stock. Le stock, ça coûte cher. Il faut pouvoir avoir un Hmm. endroit où stocker et imprimer des choses, des mugs, des goodies, des affiches, des cartes, Donc c'est encore des des, coûts... hmm. c'est encore des coûts à avancer et t'es pas sûr de vendre, de vendre quoi. Donc ça, Hmm. c'était pas le bon plan. Et c'est vrai que de l'illustration,
heureusement que mon mari a un CDI, mais c'est quand même, voilà, je peux payer mes vacances, quoi. Mais, Oui. mais en vivre au quotidien, lycée sur l'année, je suis même pas à 1 000 euros, quoi, par mois. Hmm. Bon, il y a des Ok. années, je pense que ma meilleure année que j'ai faite, je devais être à 1 000 euros en net. Mais là, ouais, j'en ai fait qu'une année. Sur les quatre, Ouais. j'en ai fait une comme ça. Donc sinon, c'est vraiment en dessous. Et La sortie du livre, ça t'a aidé à te faire plus connaître, parce que finalement, donc ce livre, tu l'as fait en 2020. Tu l'as sorti en 2020 aussi? non, je l'ai Tu sorti l'as en publié? 2022. Ouais, j'ai eu des problèmes d'éditeur parce que du coup, l'éditeur que j'avais trouvé pendant le confinement m'a lâché en 6 mois plus tard. Donc, il a fallu 5 mois pour retrouver un autre éditeur. Donc, ça a été super long. Et en fait, le nouvel éditeur que j'avais Et puis ça trouvé, devait être stressant parce que toi, t'étais déjà bien avancé dans le processus bah, de j'étais bien avancée dans le création. processus, ouais. Et le nouvel éditeur que j'ai trouvé m'a dit, bah, on pourra sortir ta BD que fin août 2022. Donc, je leur dis, mais ça me laisse en gros 16 mois. Ils m'ont dit, bah ouais. J'avais presque trop de temps pour faire Ben oui, ma BD en fait. Donc je dis, ah ouais, super, 16 mois, vous allez me donner 8 000 euros. Ok, d'accord, super. Du coup, ouais. c'était pas très très rentable. Ouais, parce que j'avais eu un avaloir en net de 8 000 euros. Donc c'est une avance de droit d'auteur pour pouvoir travailler Hmm. sur tes projets. Mais il y a certains Ouais, sur éditeurs 16 qui mois, payent. c'est pas... Voilà, il y a certains éditeurs, si tu mets 2 ans à faire ta bande dessinée, ils vont payer en conséquence, d'autres non. Donc du coup, en gros, tu as la même avance de droit d'auteur que tu fasses bah, 6 mois, enfin voilà, en gros, Hmm. que tu fasses 8 Et mois ensuite, ou toi, 16 mois, quoi. tu touchais des revenus sur les ventes liées à la bande dessinée. Non, non, en fait, je touche Non? zéro, je touche pas du tout d'argent sur mes bandes dessinées parce que justement, j'ai une avance sur droit. D'accord. Et l'avance sur droit, ben, en fait, tant que j'ai pas vendu, par exemple, pour ma première bande dessinée, c'est 6 000 exemplaires, je touche rien. Donc, je suis à zéro. D'accord. Par contre, au-delà de 6 000 exemplaires vendus, je touche 1 € 80, un truc comme ça, par livre vendu. Ah Et donc ouais. là, je touche mes droits d'auteur. Alors, moi, j'appelle ça un remboursement, mais les éditeurs, ils aiment pas trop qu'on utilise ce terme parce que si la BD, elle fonctionne pas, je rembourse pas en fait. Je vais pas redonner les 8 000 euros. Par contre, Oui. en revanche, ben, en fait, je touche rien tant que eux, ils se sont pas, entre guillemets, remboursés dessus, quoi. Oui. Donc voilà, Ouais, ouais. c'est, ça Et à fait. côté de développement de cette BD, tu as réussi à développer un portefeuille de clients avec tes illustrations? Oui, en fait, j'ai pas mal bossé pour de la com et en fait, pour ce qui est de la com, on est très bien payé. Et pour ce Tant qui mieux est... parce que par Ouais, rapport au ouais. milieu de la bande Bah dessinée, ouais, mais en fait, tu vois, comme j'avais 16 mois pour faire ma première bande dessinée, j'ai pu prendre des contrats à côté. J'avais le temps de prendre des contrats, de mettre ma BD en pause pendant 3 semaines, 4 semaines. Donc hmm, souvent, c'est des contrats pour des associations, des enfin des auto-entrepreneurs ou pour des collectivités territoriales. Et ça, c'était possible. Pour ma deuxième, par contre, en revanche, comme j'avais 8 mois pour la faire, bah, c'était 8 mois plein, en fait, à 100%. Et je pouvais rien prendre à côté. Donc ça, hmm. c'est un peu difficile, quoi. Et par rapport à ta bande dessinée, cette bande dessinée, elle était donc sur ta dépression postpartum et comment est-ce que ça a pu faire ressortir donc ces traumas d'enfance. Qu'est-ce que tu voulais transmettre en fait, par exemple, aux autres mères qui pourraient lire ce livre-là? C'était aussi une façon pour toi de connecter avec tous les témoignages que tu avais déjà reçus sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, moi, j'avais plutôt envie d'aider les mères d'arrêter à se sentir seules. Et je voulais vraiment qu'elles puissent aller en parler ou se faire aider, que c'était pas tabou, fallait pas avoir honte. Parce que moi, en 2015, c'était quand même pas super bien vu. Ah ben,
il a faim. C'était un peu un tabou et c'était un peu en mode, ah, tu vas voir un psy, c'est que t'as un problème ou c'est que t'es fou, quoi. Alors Oui, surtout aux que, États-Unis où les ouais, mamans étaient je pense que les ça a plus beaucoup heureuses. changé. Peut-être depuis le Covid, Hmm, j'en sais rien, mais en tout cas, la santé ouais. mentale est un peu plus prise au sérieux, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais moi, vraiment, je voulais donner les outils aux mères ou aux pères de pouvoir de se faire aider et se faire soigner. Après, moi, j'explique une forme de thérapie, mais bon, les personnes vont vers ce Hmm, qu'elles jugent le mieux pour elles. Mais moi, en tout cas, ce que j'avais envie d'envoyer comme message quand même, c'est arrêter d'aller voir des psys où vous juste vous parlez en fait. Il faut hmm. des outils. Il faut que la psychologue, elle ait soit des outils d'hypnose, soit des outils de MDR ou de développement cognitif ou des choses comme ça. Enfin, à un moment donné, voilà, il faut... Parce que moi, des Hmm. psys où je parle, j'en ai fait plein, hein. Mais moi, j'avais conscience de mes problèmes, j'avais conscience de mes traumas. Mais ça m'a pas guéri, Ça t'aidait en pas. fait. Hmm. Donc Et est-ce voilà. que tu penses que le fait d'être mère 2 fois, c'est aussi ce qui t'a un peu motivé, poussé à faire ce projet-là d'écriture qui était très intense, que t'aurais peut-être pas fait avant? Bah, je pense que c'était pour clôturer un chapitre de ma vie aussi. De dire, ok, ben en fait, j'ai fait ma thérapie, ça va mieux, je suis guérie, et j'ai vraiment envie de clôturer par quelque chose d'autre et de laisser un héritage à mes fils pour Hmm. bah, leur expliquer en fait. Tu leur as parlé de ce livre à tes enfants? Oui, alors en fait, le problème, c'est que comme mon grand, il a vécu en fait euh, vraiment des traumatismes que je lui ai pendant 2 ans en fait, avant que je me fasse aider, j'ai traumatisé mon enfant. Il a beaucoup de peur, il a beaucoup d'angoisse et il est suivi psychologiquement maintenant par une, une psychologue qui fait de l'EMDR aussi et elle m'a dit en fait, faut pas du tout parler de ça. Alors j'en avais Ah, beaucoup parlé. Il faut pas qu'il puisse voir le livre. Parce qu'en fait, d'accord. ça risque de le replonger en fait dans des choses difficiles de ce qu'il a vécu Hmm. petit. Donc, il pourra le lire quand il aura 15 ans, 16 ans. Mais par Quand il contre, sera en âge de comprendre. c'est Hmm. ça. Mais je lui en ai quand même beaucoup parlé, voilà. Mais c'est un peu difficile pour lui quand même. Donc voilà. Et Mais c'est comment vrai, est-ce ça que tu... permet de laisser un héritage aussi, quoi. Et tu disais que tout à l'heure que le dessin, ça a été aussi finalement un exutoire dans cette période compliquée où tu as dû aussi t'occuper de ton fils. Maintenant, donc, tu as 2 garçons, tu es illustratrice. Est-ce que tu dirais que le fait d'être à ton compte dans quelque chose qui te plaît vraiment, ça impacte la relation avec tes enfants? En quoi est-ce que ça peut les affecter? Ça peut être aussi de manière positive, hein, puisque peut-être que voilà, tu es plus épanouie dans cette carrière-là. Bah, déjà, d'être à son compte, il y a quelque chose qui est bien, c'est que bah, je suis mon propre patron, je gère mes horaires, je suis hyper flexible. Et voilà, un enfant malade, je suis là, 10 minutes après, je peux le récupérer. Je veux dire, pour une vie de famille, moi j'arrête mon boulot à 16 heures, je vais les chercher à Hmm, l'école, et puis bah, ça m'arrive de rebosser à partir de 20h30, quoi. hmm. Mais vraiment, j'ai pas. En plus, j'ai pas trop de stress au travail, j'ai pas un patron qui me prend la tête, Oui. ou des collègues avec qui je m'entends pas et je pourrais ramener des soucis à la maison, en fait. Vraiment. Je peux avoir des petits soucis, des choses comme ça, mais pour avoir travaillé dans l'industrie, ça n'a rien à voir parce que Ouais. j'ai pas de... Enfin, l'humain peut être difficile dans la vie professionnelle. Et là, moi, j'ai pas trop d'humain, donc déjà, c'est pas mal. Non, c'est super. Un peu la contrepartie, je dirais, c'est que comme justement je suis à la maison et que je peux moduler mes horaires, et ben en fait je fais tout. Donc je fais les tâches ménagères, je fais les courses, la nourriture, et bien sûr s'il y a un enfant malade, c'est moi qui l'emmène chez le médecin. S'il y a des bilans à faire, je l'emmène chez le médecin parce que mon fils est multi-10. Donc il a orthophoniste, graphothérapie, psychomotricité, tout ça, c'est moi qui Hmm. l'emmène, parfois sur mes heures de boulot aussi. Donc voilà, où j'ai mon deuxième qui porte des lunettes, donc les bilans, voilà, chez
pas L'ophtalmo. l'opticien, mais l'ophtalmo, c'est pris sur mes horaires. Donc voilà, donc ça, c'est le problème, c'est que je suis en charge de tout. Donc de la maison Ouais. et du care de mes enfants, quoi. Et il y a eu un moment donné où j'en avais tellement marre que j'ai dit la maison, donc tout ce qui est ménage et les courses, je ne prendrai plus sur mon temps de travail. Donc ça sera pas la Oui. journée, ça sera soit le soir, soit le week-end. Mais c'est fini en fait, Ouais. tu vois. Donc mon mari, des fois, je le missionne après le boulot, même s'il est 19h ou 20h, je lui dis bah tu vas faire les courses. Donc voilà, il passe Hmm. au passage, il récupère des courses, il va faire des courses. Voilà, parce que je peux pas. Sinon, je bosse plus en fait. Bah Le oui, c'est problème, ça. c'est qu'à un Et moment ça, donné, j'en il étais arrivée comprend à d'ailleurs. travailler que même pas 50% de mon temps. Donc oui, Hmm. si je veux gagner un peu plus d'argent, je veux gagner ma vie, il faut que je puisse avoir la possibilité de travailler 80 ou Oui. 100%. Je peux Parce que pas... travailler à la maison, ça ne veut pas dire pouvoir, voilà, comme tu dis, faire le ménage à ta guise et enfin C'est voilà, ça. c'est pas du travail, quoi. C'est Ouais, mais et, et, c'est et difficile, hein. d'ailleurs, tu vois la différence parce que tes enfants sont élevés par un parent qui est salarié en CDI et un parent qui est à son compte. Pour toi, est-ce que ça a un impact, un parent salarié versus un entrepreneur, sur le développement de tes enfants, par rapport à la transmission, de valeurs ou... Ah bah oui, ça a vachement d'impact. En tout cas, enfin, je sais pas si ça se voit tout de suite, mais moi, j'ai l'impression, parce qu'en plus, je suis très féministe et je veux élever mes garçons dans l'équité, dans le respect et avec le moins de virilité masculine toxique. Et je veux pas qu'ils aient un schéma patriarcal. Sauf que dans mon couple, il y a un peu un schéma patriarcal parce que c'est mon mari qui ramène l'argent, c'est mon mari qui Mmh. paye le prêt, qui paye les courses et qui paye tout en fait. Donc, Mmh. et en plus qui rentre tard et voilà. Et moi, même si ils savent que je travaille, des fois ils ont un peu en mode ouais maman elle est cool cool quoi, elle fait des dessins, c'est un peu voilà. Donc ils Ouais. sont là, ouais, maman, elle reste à la maison. Même au tout début, mon premier, il me disait, mais moi, je veux pas aller à l'école parce que t'es à la maison, en fait. Et je dis, bah non, mais maman, elle travaille quand même à la maison. Il me dit, ouais, mais papa, il travaille, mais il part de la maison. Pourquoi toi, tu pars pas? J'étais, ah oui, mais non. Du coup, il avait du mal à comprendre. En fait, pour lui, un travail, il fallait être en dehors de chez lui, de chez soi. Donc voilà. Donc Ouais. déjà, je me dis, ok, cool. Donc ils ont juste l'impression que je suis une espèce de femme, enfin mère au foyer qui dessine pour le plaisir, alors que pas du tout. Non, c'est bon. Je sais pas s'ils ont vraiment cette image-là. J'en ai jamais vraiment discuté posément avec eux, mais j'ai Ils ont peur 9 ans qu'ils et aient ça. 4 ans maintenant, c'est ça? Ouais, 9 ans et 4 ans. Donc j'ai peur qu'ils pensent ça. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je me déplace beaucoup. Je suis invitée à des conférences ou des dédicaces. Alors je pars le week-end et là, ils comprennent que, ah ouais, maman, en fait, elle Ouais. part Maman, elle travaille. c'est ça, et papa, il s'occupe de nous. Et puis, Ils sont je fais venus te des voir en inter... dédicace de temps en temps? Ouais, ils viennent quand c'est pas loin, ouais. Ouais, ouais, ils viennent. Parce que Mais ça peut peut-être aussi leur faire comprendre, tu sais, de voir tout ce monde qui est là pour toi, toi en train je pense de que c'est là où ils dédicacer les... réalisent un peu, surtout mon grand, parce que mon petit, bon, il est encore un peu petit. Mais Oui. j'ai fait des interventions dans la classe de mon grand, justement, pour des ateliers bande dessinée. Et du coup, là, il fait, ouais, ma mère travaille, elle est illustratrice, quoi. Enfin, ah, écoute, c'est un vrai métier. Donc oui, je Ah, c'est pense que lui, chouette. il a pas trop de... Ça va, mais en fait, j'ai toujours cette crainte. Ça se trouve, c'est pas du tout fondé, mais j'ai cette crainte de dire, Hmm. ok, mais en fait, je veux casser ce schéma patriarcal où le père ramène l'argent et la mère fait les lessives, quoi. Mais je pense que je leur insuffle tellement de valeurs que même si on est effectivement financièrement non équilibré dans notre couple et même en termes de charge de travail, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre avec tout ce que je leur dis, quoi. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé enfin un équilibre Ah oui, mais entre cette vie moi de j'avais un maman et cette problème. vie de Moi j'avais un problème avec d'illustratrice? l'autorité, quoi. Donc le fait d'avoir personne au-dessus de moi, ça me va mais tellement bien. En fait, je suis très indépendante et j'aime bien en fait quand les choses sont faites par moi parce que je sais que ça va avancer. Donc des fois, bon, ça peut être un défaut, c'est sûr. Mais je suis assez proactive et assez efficace. Donc c'est cool parce que c'est moi qui fais tout.
Bon, après, c'est sûr qu'il y a des trucs chiants parce que je dois faire la compta, je dois faire mes impôts, je dois faire... En fait, je gère toutes les choses qu'en entreprise, on gère pas, les ressources humaines, la facturation, les choses Ouais. comme ça. Donc oui, il y a des choses, faut apprendre en fait. Et ça, c'est pas Mm. évident. Et non, il y a des moments, c'est pas facile. Mais moi, je trouve que c'est bien équilibré. Et je me dis, mais comment je ferais si je bossais dans une entreprise et je finissais à 18h en fait? Avec mon mari Ouais, qui tu, finit à tu te 19h. verrais pas du tout retourner au salariat maintenant. Ben non, parce que je me dis, mais je ferais comment? Mes enfants, ils resteraient au périscolaire jusqu'à 18h30, je les récupère, la course, une demi-heure pour faire à manger, je leur fais quoi? Ça se trouve, je leur fais des pâtes tous les soirs. Enfin, je me dis, ouais, ça serait chaud. Et je les verrais à peine. Enfin, non, non, ça serait tout le temps en Mm. fait la course. Déjà que le matin, je les presse un peu. Je me dis, mais en fait, ils seraient tout le temps en train, moi déjà en train de stresser, et de lui hurler dessus. Ah, vite, faut se dépêcher, faut se dépêcher. Toujours en mode stress. Ah ouais, non. Franchement, maintenant, je me dis, mais Mm. ça serait pas possible. Et puis pour gérer, parce que mon fils, le soir après l'école, à 17h, il a rendez-vous chez l'orthophoniste. Donc je me dis, ouais, mais je ferais comment en Ouais. fait? Je serais obligée de sortir tôt du travail. Ça veut dire soit récupérer mes heures, soit commencer plus tôt le matin. Voilà. Mais en fait, ça serait beaucoup. Ça serait un casse-tête en fait. Vraiment. Ouais. Bon, en tout cas, enfin, c'est déjà un puzzle de vie, on va dire, intense et riche, mais finalement, tu as réussi à trouver ton propre équilibre et ton épanouissement dans cette nouvelle voie. Et là, donc, tu as sorti cette BD en 2022, mais depuis, tu as sorti d'autres bandes dessinées sur l'écologie, j'ai vu. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets de livres prévus prochainement? En fait, là, on a sorti avec un collectif d'auteurs et d'autrices, on est 17, à avoir traité une question de l'écologie. Donc, c'est petits gestes et grandes actions. Et ensuite, j'ai sorti une BD qui s'appelle Tout plaqué. Donc, ça va te parler par rapport à ton premier podcast. C'est Tout vrai. plaqué, qui est l'histoire d'un couple d'urbains qui démissionne, qui plaque tout pour aller vivre à la campagne, acheter une ferme et avoir plein d'animaux et vivre dans une yourte. Et c'est leur parcours sur 10 ans. Donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui, Ouais, c'est des interviews. c'est ça. En fait, je les ai interviewés. Donc c'est une BD témoignage et reportage. Et voilà. Et donc elle est sortie il y a à peine 2 mois. Et On peut là, la retrouver en ligne et sur ton site oui, et dans les librairies. ouais, partout. On peut la retrouver partout et sur mon Instagram ou en tapant juste Zoélie tout plaqué ou bon, je sais pas, sur Google ça doit se trouver. Et là, je termine des illustrations pour un livre sur la parentalité sur des adolescents. Donc là, je fais Ah. juste les illustrations. Et pour le moment, j'ai plein de projets BD en tête, mais il faut que je cible de quoi je vais parler en priorité. Et voilà, j'ai des discussions prochainement avec mon éditrice pour en parler. Génial. Ouais. Des projets à l'appel. Et rappelle-moi donc le nom de cette première BD dont on a beaucoup discuté dans le podcast sur ta dépression postpartum. Oui, elle s'appelle Merci mon fils. Merci mon fils, de Zoélie Illustration. Mais oui, en tapant Merci mon fils, Zoélie sans E, parce que c'est un pseudo. C'est pas le prénom Zoélie que beaucoup de monde confondent, mais voilà. Donc oui, vous trouverez tout Génial. sur Google ou sur un Ah, autre moteur de recherche ou sur Insta ou même Facebook. ok, super. Oui, je conseille à tous les auditeurs d'aller suivre Zoélie Illustration sur Instagram, Facebook. Tu partages beaucoup de dessins encore liés à la maternité, où on se retrouve, je pense, toutes et tous. Et si voilà la BD vous intéresse, c'est Merci mon fils, disponible dans les librairies et en ligne. Merci en tout cas Zoélie pour ton partage Merci dans Estelle. Biz and Bibs. Longue vie à ta carrière d'illustratrice, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun
ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.